Ce soir-là, dans la chambre de Allison, elle vit à travers sa fenêtre que les Wendigo étaient de sortie. Elle vit que les Wendigo étaient de sortie. Elle vit dans la forêt les arbres, les herbes hautes, les branches frappées l'une contre les autres, le vent à travers les feuilles, la lumière qui disparaissait peu à peu. Elle comprit tout de suite que même si les habitants de Beacon Hills n'étaient pas très orthodoxes vis-à-vis des traditions, même si les habitants de Beacon Hills n'étaient pas très orthodoxes vis-à-vis des traditions, elle comprit ce soir-là qu'à la vue des Wendigo qui étaient de sortie, leurs dents acérées qui reflétaient à travers la lumière de la lune qui peu à peu disparaissait. Elle vit à travers la lumière qui disparaissait les yeux des Wendigo qui réfléchissaient dans l'obscurité, leurs dents acérées qu'on pouvait entendre se refermer, s'ouvrir, déchiquetant leur proie, leurs dents acérées qu'on pouvait entendre se refermer, s'ouvrir, telle la mâchoire inférieure et supérieure. On pouvait les entendre se refermer, s'ouvrir contre leur proie, déchiqueter la chair, absorber le sang et embroyer les os. À embroyer les os, à en absorber le sang, à en déchiqueter la chair, on pouvait voir les Wendigo, à leurs multiples mâchoires, inférieures et extérieures, inférieures et supérieures, extérieures et intérieures. On pouvait voir que leurs mâchoires dans le noir réfléchissaient avec la lumière qui disparaissait. On ne voyait plus que leurs yeux pour finir. Pour finir, on n'y voyait plus que leurs yeux blancs, ronds, qui faisaient peur, qui donnaient froid dans le dos. Ces yeux qui donnaient froid dans le dos, la peur qui parcourait notre colonne vertébrale, l'angoisse qui montait jusqu'à notre gorge, nos poumons qui devenaient froids, notre cœur qui battait de plus en plus vite. Ce soir-là, Allison, qui venait de sortir de sa douche, mettant un essuie autour d'elle, ensuite, devant le miroir, essuyant la buée qu'il y avait devant elle, elle passèrent sa main devant la buée, essuyant un petit écart du miroir pour pouvoir apercevoir son visage. Le visage fixe dans le miroir, après avoir secoué ses cheveux, après avoir passé sa main sur le miroir, le regard fixe et neutre dans le miroir, se regardant à travers la buée, secouant ses cheveux, enlevant son essuie, le déposant par terre, mettant un soutien-gorge et une culotte, un jeans et ensuite un t-shirt léger. Elle sortit dehors et elle se mit ensuite sur la fenêtre. Elle se mit sur la fenêtre, à la fenêtre de sa chambre. Elles regardèrent la nuit dehors et elle vit passer des ombres. Elle vit passer des ombres dehors. Plus tard dans la nuit, elle vit passer des ombres aux yeux blancs qui courèrent dans la forêt, dans le froid. Ces ombres qui courèrent dans le froid, dans la forêt, aux yeux blancs, aux dents acérées, à la multiple mâchoire, autant intérieure que extérieure, autant inférieure que supérieure, les rugissements et les échos qu'elle entendait. Elle avait compris, dès le moment où elle était sortie de sa salle de bain, qu'elle avait secoué ses cheveux, qu'elle avait mis un soutien-gorge, une culotte, des sous-vêtements et un t-shirt assez banal, simple, qu'elle avait mis un jeans noir et un t-shirt simple, ni trop chaud ni trop froid. Elle était sortie de chez elle, par la fenêtre. Elle s'était mise donc accroupie sur le toit. Elle s'était assise sur le toit, accroupie tout d'abord, prenant position assise. Elles se couchèrent
sur les dalles. Elles se couchèrent sur les dalles qu'il y avait sur le toit. Les tuiles et les dalles qu'il y avait sur le toit de sa maison, le toit de la maison des Argent. Elles se couchèrent sur les dalles, sur les tuiles, sur le toit de la maison, et elles regardèrent la nuit noire. Elles entendirent les rugissements venant de la forêt qui entourèrent l'hôpital psychiatrique et Ekenhaus. La forêt qui entourait Ekenhaus, elles en entendirent de loin les échos de rugissements, des rugissements de bestioles qu'elles pouvaient apercevoir dans l'ombre. Ces bestioles qui avaient des yeux blancs, qui avaient la mâchoire inférieure recouverte de sang, qui rugissaient à la lune qui disparaissait, leurs yeux blancs qui réapparaissaient, et pour certains, leurs ombres qui disparaissaient tout aussi vite qu'elles étaient apparues. On pouvait voir dans la forêt leurs ombres apparaître et le reflet de leurs yeux se cacher derrière les hautes herbes. On pouvait apercevoir des traces de griffes sur les arbres. Sur le tronc de l'arbre, de certains arbres, on pouvait entendre des traces de griffes. On pouvait entendre les branches craquer, hurler, grincer et frapper les unes contre les autres. Le vent qui hurlait, tel le cri d'un Wendigo. Cette nuit-là, elle comprit à sa fenêtre, assise sur les dalles de son toit, assise sur les tuiles du toit de sa maison, sur les dalles de son toit qu'il y avait devant sa fenêtre. Elle comprit que c'était la nuit noire, la nuit d'Artémis. La nuit d'Artémis, malgré les croyances peu orthodoxes des habitants de Beacon Hills, la nuit d'Artémis était l'une des nuits les plus sombres dans laquelle les Wendigo, les loups, les êtres surnaturels, les coyotes et toute autre bestiole qu'il y avait dans la forêt. Les coyotes, comme Malia, les loups, les alphas, les omégas, les bêtas, tout comme Petite Lune, tout comme Liam, tout comme Théo, tout comme Malia, tout comme Scott, qui était un alpha. Cette nuit-là, la nuit d'Artémis, Scott, qui était un alpha, pouvait se cacher dans la forêt, sortir si bon lui semblait. Il pouvait sortir sans problème si bon lui semblait. La nuit d'Artémis était tellement sombre que même les pieds à terre, et que même si on a la vue d'un rapace, même si la personne qui se trouve dans la forêt a la vue d'un rapace, ou peut voir à des kilomètres, la nuit d'Artémis couvrira sa vue. Scott, Théo, Liam, Petite Lune et Malia pouvaient sortir sans problème, car la nuit d'Artémis était la nuit la plus sombre, la seule nuit où la lune ne sortait pas. La seule nuit où la lune ne sortait pas, n'était pas visible, ne se voyait pas. Artémis était une déesse qui apparaissait sous un laps de temps de 7 jours. Elle apparaissait sous un laps de temps de 7 jours. Cette nuit durait 7 jours. Artémis avait un cycle qui apparaissait toutes les années, tous les 7 ans, tous les 7 heures, pendant 7 jours. La nuit d'Artémis couvrirait entièrement la forêt de Beacon Hills, ainsi que la forêt qui entourait Ekenhaus. Cette nuit sombre, noire et obscure, qui obscurcissait Beacon Hills, faisait en sorte que, de l'extérieur autant que de l'intérieur, on ne pouvait voir ce qu'on ne voulait voir. C'est-à-dire que pour les Argent, qui voulaient passer à l'attaque et déployer la guerre et les armes,
les Argent qui voulaient passer à l'attaque, déployer les armes, déployer la guerre, et se disperser dans la forêt pour atteindre les coyotes, Petite Lune pour atteindre Théo et Liam. Il leur était impossible de voir dans le noir de Artémis. Malia sortit cette nuit-là, mais elle savait que grâce à la nuit d'Artémis, elle était protégée. Elle savait que grâce à la nuit d'Artémis, Malia, en sortie dans la forêt, une fois sortie dans la forêt, elle savait qu'elle était protégée. La nuit d'Artémis couvrerait l'entièreté de là où elle se trouve. La nuit d'Artémis couvrerait la vue des personnes qui la pourchasseraient. La nuit d'Artémis couvrerait entièrement tout ce que les personnes voudraient poursuivre comme proie. Ce soir-là, Liam et Théo sont sortis, eux aussi, pour pouvoir aller chercher du gibier à ramener à l'intérieur de la maison pour pouvoir nourrir Petite Lune. Petite Lune qui ne buvait que du sang, qui ne mangeait que du gibier, de la chair fraîche. Théo et Liam étaient sortis ce soir-là. Ils n'avaient pas encore pris conscience que c'était la nuit d'Artémis, la nuit la plus sombre. La guerre avait été déclarée. Les armes avaient été chargées. Kate, Chris et la mère de Allison étaient prêtes à partir au combat. Allison n'avait aucune envie de partir, elle avait juste envie de rester dans sa chambre, de faire semblant qu'elle était malade, qu'elle n'était pas bien, qu'elle allait mal et qu'elle ne voulait pas partir. Ce qu'elle fit. Chris, sa mère et Kate la laissèrent à la maison. Par prudence, Allison prévenut Scott et prévenu Styles que Kate et Chris étaient sur le point de partir armés, prêts à tuer et à déclarer la guerre. Scott, qui avait été prévenu par Allison, Styles, qui avait été prévenu par Scott, prévenu ensuite Théo, qui Théo prévenu ensuite Liam, qui Liam et Théo parcourut la forêt pour rejoindre Malia et pour lui prévenir que c'était la nuit d'Artémis et que Chris Argent et que Kate Argent étaient prêtes à dévoiler les armes. Ils étaient prêts à dévoiler leurs armes, à dévoiler leurs plans, à partir à l'attaque, à contre-attaquer et à partir armés jusqu'aux dents pour pouvoir traquer, poursuivre et attaquer. Pour pouvoir passer à l'attaque, ils étaient prêts, armés jusqu'aux dents, les armes chargées. Ils avaient déployé la guerre à travers la forêt. Ils étaient partis. Ils avaient rempli les balles de fusils. Ils avaient rempli les fusils. Les fusils qui étaient chargés, les armes chargées, qui étaient remplies de balles, qui étaient entièrement conçues avec de l'aconite Tulu et de l'argent. Des balles qui avaient été conçues par Chris, construites par Chris, qui avaient été forgées et qui avaient été faites pour tuer les loups, faites en argent, remplies d'aconite. Ces balles et ces fusils qui étaient chargés à ces fusils qui étaient chargés jusqu'à la dernière balle, ces balles de fusil qui étaient forgées et qui avaient été faites par Chris et par Kate Argent, qui étaient remplies d'aconite, qui avaient été faits en argent, des balles innommables qui avaient juste été faits pour tuer un loup, pour tuer un coyote, pour tuer un Wendigo, et ont ramené le trophée chez les Argent. Ces balles qui avaient été faites pour tuer un loup, pour tuer un coyote, pour tuer un Wendigo. Ces balles qui avaient été faites en argent, qui avaient été forgées en argent, forgées par Chris, qui avaient été forgées
en laissant le symbole de la famille Argent en dessous de la balle. Il laissant de l'aconite Tulu à l'intérieur et le symbole sur la balle. Ces balles qui avaient été forgées en argent, avec de l'aconite à l'intérieur, avaient été faites spécialement pour les coyotes, pour les loups et pour les wendigos, pour tous les arrêter et pour en ramener le trophée. C'est alors que Scott sortit lui aussi, la nuit d'Artémis, et prévenu tout de suite Théo et Liam qu'il fallait rentrer immédiatement, peu importe ce qu'ils avaient trouvé dans la forêt, peu importe ce qu'ils étaient partis faire, peu importe ce qu'ils étaient partis chasser pour Petite Lune, pour qu'ils puissent se nourrir de sang, de chair fraîche, peu importe ce qu'ils avaient trouvé, ils devaient repartir aussitôt qu'ils étaient venus dans la forêt. Pareil pour Malia, qui était venue dans la forêt ce soir-là. Elle devait partir aussitôt qu'elle était venue dans la forêt. Elle devait y partir aussitôt qu'elle y était venue. Car le danger pouvait sortir de n'importe où. Le danger pouvait sortir de n'importe où. De n'importe où il se trouvait, le danger pouvait y sortir, y surgir. Sortir dans le noir, arriver dans le noir, surgir de l'obscurité, le danger était tout autour d'eux. Théo, Liam, courut alors jusqu'à la maison sur leurs 4 pattes, sous l'apparence d'un loup brun et d'un loup gris. Sous l'apparence d'un loup brun et d'un loup gris, aux yeux jaunes qui voyaient à travers la forêt, à travers l'obscurité de la forêt. Seuls les loups, seuls les wendigos et seuls les coyotes pouvaient voir lors de la nuit d'Artémis. C'était leur seul avantage. Ce soir-là, Théo prit alors le gibier qu'il avait chassé, un cerf qu'il avait dans la gueule, et Liam, qui lui avait chassé un second cerf et un lapin, ainsi qu'un lièvre. Un lièvre, un lapin et un cerf qui avait été chassé par Liam, un cerf tout entier et une biche qui avaient été chassés par Théo. Il les prit alors tous les deux et repartirent tout aussi vite qu'ils étaient venus dans la forêt, à travers les arbres, à travers la terre, humide, froide, sentant la pourriture, la décomposition et l'humidité, à travers la terre froide qu'il y avait tout autour d'eux, dans la forêt. Il repartit tout aussitôt qu'ils étaient venus. Ils arrivèrent devant la maison dans laquelle ils s'étaient enfermés, une sorte de bunker en quelque sorte. Une sorte de bunker, en quelque sorte un endroit où ils s'étaient mis en sécurité avec Petite Lune. En quelque sorte, cet endroit dans lequel ils étaient mis en sécurité, cet endroit dans lequel ils étaient mis en sécurité. Ils s'y enfermèrent avec le gibier mort du cerf qui avait été chassé par Théo, avec le gibier mort du cerf qui avait été chassé par Liam, avec le gibier mort de la biche qui avait été chassé par Théo, et avec les gibiers morts du lapin et du lièvre qui avait été chassé par Liam. Ils déposèrent tout par terre devant Petite Lune, qui sentirent l'odeur du sang et qui s'approchèrent des gibiers morts. Ils s'approchèrent lentement, patte après patte. Ils s'approchèrent lentement. Tout d'abord, il se mit face au gibier mort. Ils regardèrent ce qu'ils avaient chassé. Et ensuite, ils avancèrent, patte après patte, laissant des empreintes derrière lui, dans la poussière qu'il y avait dans l'endroit dans lequel il s'était réfugié. Laissant ses empreintes de pas derrière lui, ils avancèrent, patte après patte, et regardèrent les gibiers morts. Tout d'abord, il but le sang, et puis il se nourrit de chair fraîche. Théo et Liam sont donc partis, se sont couchés, mettant leur queue tout autour de leur corps, laissant Petite Lune déchiqueter la chair fraîche et en boire le sang. Ils passèrent leur queue autour de leur corps et laissèrent Petite Lune manger pendant que eux le regardaient, la queue
autour de leur corps. En attendant, Malia,